Salut, c'est Clémence. Un petit message pour vous prévenir. L'émission qui va suivre a été enregistrée au mois d'octobre 2020 pour la sortie initiale de La Nuée. Ne vous étonnez donc pas si certains de nos échanges vous paraissent étranges ou anachroniques. Bonne écoute! Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et avec mes acolytes, chaque semaine on fait le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ça soit en salle ou sur les plateformes de streaming. Et cette semaine, on va vous parler d'un film qui aurait dû sortir le 4 novembre. La sortie a été repoussée avec le confinement, mais nous on a pu y assister à l'époque en avant-première. Ce film, c'est La Nuée. Donc pour cette émission, je suis avec Julien. Bah oui, bonjour Clément, ça va ? Ça va, merci. Je suis avec Eric. Bonjour Clémence. Bonjour Eric. Et avec Stéphane. Salut Clémence. Qui vont nous partager leur avis. Et comme toujours, l'homme de l'ombre, aussi discret qu'efficace, c'est Alain à la technique. Salut Clémence. Il s'est ouvert son petit micro. Voilà, mais quelle belle voix, hein ? T'as vu ça un peu ? Le Barry White. C'est notre Barry White un peu, hein ? Toute cette masculinité déviante. Ah non, mais ça c'est clair, hein. T'as vu, nous on est là, Éric Boel, le poète, et putain, désolé. Attends, pardon. Alors, La Nuée, qu'est-ce que c'est ? C'est le premier long métrage de Juste Philippot. Le scénario est de Jérôme Genevray et de Franck Victor. Et ça raconte l'histoire de Virginie, agricultrice et mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se met à élever des sauterelles comestibles, un business dans lequel elle se lance à corps perdu et qui va peu à peu tourner à l'obsession. Le film est issu de la première édition des résidences d'auteurs SoFilm de genre. Ces résidences qui bénéficient d'un partenariat avec le CNC, Canal+, la SACEM et des collectivités territoriales. Leur objectif, renouveler le cinéma de genre en France. Alors, est-ce que le pari est gagné ? Est-ce que La Nuée réussit ce renouvellement ? En tout cas, le film est estampillé Semaine de la critique Cannes 2020. Il a aussi reçu le prix spécial du jury et le prix de la meilleure interprétation féminine au Festival international du film de Catalogne cette année. Mais qu'en pensent nos chroniqueurs ? Alors, les garçons, si vous deviez donner votre avis sur ce film en un seul mot, ça serait quoi ? Stéphane ? CNC. J'expliquerai. Très bien. Eric ? Chaotique, j'expliquerai aussi. Et Julien ? Je sais pas, élitiste. Ouais, non, ouais, c'est pas terrible. Hein. C'est ton choix. Non, c'est dur cette histoire de mots, hein, Clément. Ça, t'es dur avec nous. CNC, chaotique et élitiste. Bon, le ton est donné. Let's fight. Alors, qui veut commencer ? Écoutez, moi je veux bien. En plus, j'ai vu tout à l'heure le court-métrage du réalisateur Juste Philippot, qui est très, je trouve dans la forme assez opposée en fait à ce qu'il a fait après, qui est assez dynamique sur les pluies acides, une espèce de famille qui essaie de fuir des pluies acides. C'est pas totalement réussi, mais il y a quelque chose derrière. Moi, malheureusement, j'aime pas du tout son film. Là. Je dis malheureusement parce que moi, les films de monstres, j'adore. Le cinéma de genre français, j'ai tout vu et j'ai envie qu'il existe. Et donc, j'étais très, très déçu. Voilà. Mais pourquoi, Eric ? Parce que je pense, et c'est pour ça que je trouve ça chaotique, parce qu'en fait, il y a un problème de structure, je pense que vous serez tous d'accord, et surtout au milieu, il n'y a pas d'acte 2, en fait, il y a un gros truc où il ne se passe rien, et on a un peu l'impression que le film, il est réalisé par Jacques Rivette, et qu'il il se passe pas grand-chose dedans, et c'est dommage, parce que je trouvais les intentions auraient pu être intéressantes, et on se retrouve avec quelque chose qui ressemble vraiment à un film d'auteur français produit par le CNC, pas du tout un film d'horreur.
Alors effectivement, c'est vrai que les scénaristes eux-mêmes disent qu'ils visaient une espèce de rencontre entre le film de genre et le cinéma d'auteur. Et alors, c'est raté. Ils seront tristes en t'écoutant, puisqu'ils disent dans une longue interview que j'ai lue entièrement qu'ils ont énormément réfléchi à la structure du film. Ça me surprend parce qu'en fait, il y a des choses qui, s'ils avaient réfléchi à la structure du film, ils l'ont sans doute fait, hein, excusez-moi si vous m'écoutez, mais il y a des choses qui me surprennent vraiment, c'est que, par exemple, les choses arrivent beaucoup trop tard et il y a très peu de choses avant qui justifient ça. Et en plus, à la fin, donc, il y a une espèce de troisième acte complètement chaotique où, en fait, tout ce qui doit arriver arrive, mais dans un bordel sans nom. Et tout est un peu tard, tout arrive un peu tard. Et c'est dommage parce que moi, contrairement à vous, je crois, il y a des choses dans la mise en scène que je trouve intéressantes, il y a des choses dans la musique que je trouve intéressante, mais je crois que le vieil adage qu'on peut pas faire un bon film sans un bon scénario, là, il s'applique vraiment très fortement ici. On est tous très... Je prends la parole, allez. J'ai l'impression que chacun marche sur des œufs un petit peu. Non, marcher sur des œufs, pas vraiment. Le problème, en fait, enfin, oui et non, mais en fait, le truc, c'est que ce que tu as présenté en fait, au début, dans l'idée que le CNC veut, en tout cas, revigorer le cinéma de genre, c'est probablement vrai dans la démarche, on va dire, pas dans les faits, en fait, pas dans ce qu'on voit à l'écran. Si c'est ça le premier truc, en fait, sur lequel on peut se baser. Moi, je trouve que quand on parle de film d'auteur, il faut s'entendre sur ce que ça veut dire. Il y a le cinéma de genre en France, il existe, mais en fait, est-ce qu'on appelle vraiment ça le cinéma de genre ? C'est quoi le cinéma de genre ? Le cinéma de genre, c'est le cinéma d'exploitation à la base. Moi, je suis coupable aussi, et je pense comme nous tous à cette table, parce que ça fait 20 ans qu'on écrit sur ce genre de cinéma-là, d'avoir utilisé le terme cinéma de genre. Mais après, la question, c'est qu'on s'est jamais posé la question de est-ce que le cinéma de genre, en fait, c'est censé être un terme qui remplace le vrai terme original qui est cinéma d'exploitation. C'est-à-dire ce que faisait Corman, ce que faisaient tous ces mecs-là, en fait, les Harkoff, les mecs comme ça, etc., aux États-Unis notamment. Et Carpenter. Carpenter, mais lui encore, c'est encore un autre truc, tu vois. Mais en fait, Larry Cohen. Voilà, Larry Cohen, c'est des mecs qui viennent de parce que Larry Cohen, c'est un truc, la nuée, c'est un truc qu'il aurait pu faire un mec comme Larry Cohen. Aussi, en absolu, en fait. Ou Cronenberg au début. Voilà. Aussi. Donc en fait, si tu veux, l'idée dans tout ça, c'est que je fais une distinction entre les deux termes que nous, à la base, je pense, on fait pas. Et je pense que pour le coup, le CNC l'a fait, vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas du cinéma d'exploitation. Et qu'est-ce que ça veut dire, le cinéma d'exploitation ? Le cinéma d'exploitation, ça veut dire que si tu vas voir un film d'horreur, tu vas voir des morts, tu vas voir du fantastique, tu vas voir en fait quelque chose qui assume son sujet parce qu'on a besoin de le vendre. C'est-à-dire aux gens qui viennent voir le film. On a besoin de dire, voilà, dans ce film, il y a des sauterelles qui bouffent des gens parce qu'en fait, elles deviennent, je sais pas, cannibales, carnivores, ce que tu veux, peu importe. Donc le truc, si tu veux, c'est que vendu comme ça, tu vois, si tu dis c'est un film de sauterelles cannibales, vampires ou je sais pas quoi, bah en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, elles bouffent des petits doigts de comment t'appelles ça, de gamins de coagulés. Elles vont manger une biquette. Je suis désolé, je spoil. Une biquette, un chien et comment dire, il y a deux. En body count, il y a 2 personnes. Donc en fait, si tu veux, en termes de ça. Si vous voulez voir un film d'horreur, il faut prévenir les gens. Si vous voulez voir un film d'horreur et ensuite si vous comptez sur ce genre de choses, là je parle même pas de qualité, ça y est pas. Faut être clair. Et le deuxième truc, après, qualitativement parlant, ce que dit pour moi Eric en fait sur la structure, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que quand j'ai les 4 moments clés que j'ai décrits, sans même aller beaucoup plus loin, ils arrivent au bout de... le premier doit arriver au bout de 40 minutes. Sur un film qui fait 1h30, 1h40, quoi. Donc c'est vrai que déjà, en fait, si tu veux, la mise en place, elle est hyper... voilà. Mais comme il y a 40 minutes, qu'est-ce qui se passe, tu vois ? T'allais me poser la question. T'allais me demander autre chose. Pas une question, mais c'est là où effectivement la question du mélange entre film de genre ou film d'exploitation et film d'auteur est intéressante parce que alors moi je vais donner mon avis aussi, mais j'ai vu vraiment dans justement cette lente mise en place de l'action une volonté très naturaliste de quelque chose un peu à la Zola, on va chercher à dépeindre avant tout, avant la côté fantastique. C'est un grand mot quand même, quand tu vois Non, mais c'est intéressant. Dans l'intention, quelque chose on va dépeindre la vie d'une mère de famille célibataire, agricultrice, qui est en galère financière, qui doit s'occuper de ses enfants, et finalement c'est ça qui prend le pas sur tout le propos fantastique qui est autour. Mais à la base, c'est une super idée. C'est-à-dire que pour moi, en fait, l'idée en soi du film, elle est pas mauvaise du tout. C'est-à-dire qu'il faut être clair là-dessus. Le problème, c'est ce que tu vois à l'écran. Il y a 30 ans de ça, et tout le monde connaît, je pense que tout le monde a cette référence, il y avait des sketchs, en fait, quand on parle de films d'auteur français, tu vois, et là je mets des gros guillemets, il y avait ce sketch des Inconnus, avec Bourdon qui est déguisé en bonne femme, et qui fait « vous pouvez pas comprendre », ou je sais pas quoi, etc. etc. Et c'est ça le film, en fait. C'est-à-dire que t'as psychodrame sur psychodrame sur psychodrame, à la française, si tu veux,
avec au milieu, si tu veux, à un moment donné, les sauterelles qui s'excitent et puis la nana qui vaguement. Alors parce que ça c'est pareil. En fait, c'est un film qui n'a pas en fait son univers à lui. C'est-à-dire qu'en fait cette porte d'entrée, cette porte naturaliste. Moi, j'aurais voulu en fait qu'il se plonge dedans, en fait, si tu veux, qu'il crée en fait quelque chose qui découle d'une cohérence de personnage. C'est-à-dire pourquoi en fait cette personnage de comment dire d'éleveuse en fait de sauterelles, en fait, si tu veux, elle se plonge là-dedans. Tu peux le comprendre en fait par des biais, elle a pas d'argent, il y a pas de machin, etc. Et son mec l'a plaqué ou il est mort, je sais pas, parce que ça c'est pareil, c'est pas hyper clair en fait, parce qu'il y a une engueulade au début, mais comme c'est sous-mixé en fait, je comprenais pas la moitié des mots. Le truc, si tu veux, ça aussi c'est très film d'auteur français, on va dire. Donc elle a tous ses problèmes et elle se plonge là-dedans, mais la logique psychologique. Et c'est là de ça qu'on parle de structure, je pense, hein, quand Eric parle de structure, c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle donne son sang, donc ça marche. Donc tu te dis en fait, est-ce que c'est une démarche en fait de folie? Est-ce qu'elle coupe? Non, elle donne son doigt ou elle donne sa main ou je sais pas quoi. Et alors... en fait, après, elle va acheter du sang. Ah, finalement, elle peut plus acheter de sang en fait. Donc en fait, elle recommence. Tu vois, enfin, il y a pas de dérive dans la folie en fait. Il y a juste, c'est très pensé justement quoi. Juste pour préciser parce que là, c'est plein de spoil. Full spoil, ouais, pardon. Full spoil, mais donc effectivement. En fait, son élevage d'insectes dépérit au début du film et elle se rend compte un peu par hasard parce qu'elle est tombée et qu'elle s'est blessée que les sauterelles aiment manger du sang, que ça leur donne plein de force, c'est un peu des sauterelles vampires. Et donc à partir de là, elle va faire en sorte que son élevage reprenne de la vigueur en leur fournissant aux sauterelles le sang nécessaire. Voilà, merci t'as très bien résumé parce que c'est vrai que j'étais parti dans le truc quoi. Et en fait en gros, mais même ça tu vois en fait si tu veux, elle se rend compte de ça, mais le spectateur il a déjà une longueur d'avance puisqu'en fait il y a une autre scène qui te présente la situation et qui en plus n'a plus rien à voir avec la choucroute au final parce que en fait le même personnage disparaît complètement du métrage au bout d'un moment. Enfin, donc il y a moi je pense en fait en termes de problématique, on a l'impression que c'est un film de genre qui n'a pas être envie d'un film de genre, qui n'a pas envie d'être un film d'exploitation, qui a honte de ça. Et il y a une phrase, je suis désolé de citer les collègues, j'espère qu'ils m'en voudront pas. Je crois que c'est le journal du dimanche. Il y a une phrase où il y a mis entre film fantastique et drame paysan, mais pour moi c'est entre drame paysan et drame paysan parce qu'en fait il y a pas de fantastique dans ce film. Et du coup voilà, à part le fait que les sauterelles elles sont soif de sang, ce qui est, tu vois, ouais, c'est d'accord, c'est pas du tout amené, on sait pas pourquoi. Donc, et même le drame paysan, la vie des agriculteurs, elle est présentée, on voit ce que c'est le quotidien de devoir se donner corps et âme à son élevage, insecte ou pas insecte. Et en même temps, il y a des choses qui sont juste effleurés alors que ça aurait pu être très intéressant de les traiter. Le fait que on est sur des questions très actuelles autour du réchauffement climatique, de la consommation de viande, choisir l'élevage d'insectes spécifiquement, il y a quand même un vrai parti pris derrière qui est pas du tout exploité. C'est ça, c'est-à-dire que ça aurait pu, en fait, encore une fois, tous ces trucs-là, ils pouvaient en discuter, on pouvait voir dans le fonctionnement, de cette agricultrice, de cette éleveuse, en fait, de l'idée de se donne de son sang, en fait, éventuellement une critique du capitalisme, si tu veux vraiment pousser la logique symbolique et tout. Mais en fait, au final, non, ils en font absolument rien. Il y a un truc qui est très étrange, en fait, en plus, c'est qui, pour le coup, je trouve, ne ressemble pas vraiment au CNC. Cette logique, en fait, de financer, en fait, en tout cas, d'aider au financement un film écrit par des scénaristes qui ne sont absolument pas les auteurs du film au final, puisque en fait ils écrivent le film en tant qu'auteur, c'est-à-dire de scénario, mais en fait la grande logique de l'auteur, quand on dit film d'auteur en France, c'est un type qui réalise les films qu'il a écrits. Et là en fait il y a une économie, c'est très intéressant, mais du coup tu as l'impression que à défaut, même si les films d'auteur, les grands psychodrames dont les inconnus se moquent, tout ça, etc., c'est des trucs dont je suis pas du tout friand, et que j'aime pas du tout, ça peut être des trucs habités. Là, j'avoue aussi, c'est ça le problème du film, je pense, c'est qu'en fait le film n'est pas du tout habité. Je vais pas reprocher au réalisateur de pas avoir écrit son scénar, dans l'absolu, mais par contre j'ai l'impression qu'en fait il ne fait absolument rien ressortir, éventuellement si c'était de qualité sur le papier. Mais bon, moi je trouve que justement, effectivement, je suis d'accord avec Eric, c'est pas super bien écrit, quoi. Moi, je pense qu'il y a moi, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit pour l'instant, mais
mais avant même sur la qualité très fragile, on va dire, du film, moi je pense qu'il y a aussi une problématique de priorité. C'est-à-dire pourquoi ce film a-t-il été fabriqué ? Qu'est-ce qui a intéressé en fait les scénaristes et le réalisateur en fait dans ce projet-là ? Moi aussi je vais citer un collègue, un collègue de capture qui est Rafik Djoumi, et qui disait un truc dans lequel je me suis toujours reconnu, qui était Gremlins de Joe Dante. On aime tous parce qu'il y a de la critique de l'Amérique, qu'on dézingue certains archétypes dedans, mais on aime avant tout Gremlins parce qu'il y a des Gremlins. Et je pense qu'il y a de ça, en fait, si tu veux, dans le truc. C'est-à-dire que nous, ce qui nous plaît dans ce qu'on a appelé à défaut le cinéma de genre, mais ce qui est effectivement, et là je trouve que Stéphane a eu raison de recentrer le débat, ou en tout cas d'affiner les terminologies qu'on utilise, le cinéma d'exploitation, avec tout ce que ça peut comporter de trivial, c'est qu'il y a des choses qui nous font plaisir de façon extrêmement basique et viscérale. C'est-à-dire que le cinéma est exploité comme il devait l'être à sa racine, comme un spectacle de foire, censé appâter le plus grand nombre, avec des choses surprenantes, des choses qu'on n'a pas vues avant, et qui, du coup, dans son truc le plus noble, comme ça, parce qu'il y a de la noblesse, en fait, là-dedans, dans ce truc de saltimbanque, on va dire, donne le pouvoir total à l'imagination. Et moi, si j'aime incroyablement le film de monstres et le film fantastique en général, c'est parce que c'est une porte ouverte géniale à l'imagination, en fait, ça. C'est que on trouve une faille dans notre réalité, et là, Dieu sait qu'elle est traitée, qu'elle est plantée, et là, je suis d'accord. Moi, je suis content de voir le milieu paysan traité. Je suis content de voir des paysans qui ne sont pas dans le cliché du berrichon qui parle avec un accent. Je suis content de voir ça, quoi. Donc, on trouve une faille là-dedans pour y instaurer du fantastique. Mais il n'y a rien là-dedans. Ça me fait penser à Grave, qui était aussi comme ça. Là. C'est-à-dire qu'on trouvait une faille dans une réalité très tangible, avec une certaine proximité quand tu vis en France, en tout cas. Mais au final, pour te créer quoi ? Quel était l'univers, au final, que tu retirais en fait, du film ? Il n'y a rien, c'est extrêmement pauvre. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que ces sauterelles... Moi, je m'attendais bêtement à ce qu'elles mutent un peu, ou à ce qu'elles aient un comportement atypique qui puisse être angoissant. Je ne vais pas aller jusqu'à citer les oiseaux de Hitchcock, mais enfin bon, il peut y avoir un truc sur la multitude en fait, d'animaux qui inverse la chaîne alimentaire vis-à-vis de l'humain, qui est profondément angoissant et qui serait très intéressant. Et avant de me lancer le film, je me suis dit... comment il va créer de l'angoisse avec cet animal qui est quand même, à notre échelle, plutôt inoffensif ? Et comment en même temps il peut réveiller chez nous, parce que c'est ça aussi qui est intéressant chez la sauterelle, des peurs primaires, presque j'ai envie de dire mythologiques, bibliques, qui sont liées par exemple aux 7 plaies d'Égypte. Enfin, il y a quelque chose de là, et effectivement avec un ancrage sociétal, parce que oui, évidemment, on parle de problématiques de nourriture aujourd'hui, d'agriculture bio aussi et tout. Et du coup, il y a des promesses là, il y a un potentiel quoi, qui n'est jamais exploité. Et alors, c'est vrai que tu as cité Zola là tout à l'heure pour le côté naturaliste ou cette ambition de naturalisme. Mais alors moi, il y a un autre truc qui m'a extrêmement étonné dans le film et que je mets pas forcément sur des problématiques de structure, mais quel manque d'efficacité. Et je pense en fait que c'est pas tant un manque d'efficacité dans cette... Parce qu'on a cité des gens comme Larry Cohen ou Carpenter ou même les premiers Cronenberg et tout, mais c'était des gens qui avaient une vraie efficacité narrative parce que justement, ils voulaient, tu sens que chez eux, en tout cas quand ils sont vraiment en forme, il y a une volonté d'ancrer pareil le fantastique dans une réalité de société, mais aussi humaine, sans lasser le public. C'est-à-dire qu'on sait qu'on œuvre dans ce type de cinéma-là, parce qu'aussi, souvent, il y a un producteur qui veille au grain. C'est-à-dire que dans les premiers Cronenberg, tu avais un mec comme Pierre David qui était là derrière, qui disait « Mais attends, tu m'as vendu un truc avec des mecs qui explosent les crânes par le seul pouvoir de l'esprit. Il faut que ça arrive vite, quoi. Tu vois, il faut qu'on ait une tête qui explose rapidement. » Mais du coup, ça les contraint à une vraie efficacité, en fait. Et je trouve même à du coup quelque chose à certaines ellipses en fait dans la narration qui sont, à mon sens, plus propices à l'identification en fait vis-à-vis des personnages. Or là, il y a un vrai truc de complaisance vis-à-vis de la façon qu'ils ont de planter ce personnage-là. Avec, moi, je trouve,
des redondances dans le scénario, des choses qui sont en train de patiner, où tu as déjà compris les relations avec ses enfants, par exemple, qui sont lourdes. Au bout de la 3e ou 4e fois où j'avais compris que la grande, elle avait des problèmes d'intégration et tout, et tu te dis, mais tu peux pas faire ça un peu plus efficacement et revenir au cœur de la promesse de ton scénario, ce que tu promets aussi au public, parce que c'est quand même un film qui s'appelle La Nuée, qui est vendu avec une affiche, avec des personnages, avec plein de sauterelles et tout, qui est censé donc être un film de genre, appartenir à une velléité du CNC de nous offrir des films de genre, donc qui est en droit quand même d'accepter ça. Et en fait, non, pas du tout. C'est là où tout à l'heure, je suis intervenu comme un cochon que je suis, mais sur le truc de cette rencontre entre le film d'auteur et le cinéma de genre. Mais non, mais elle n'a pas lieu. Elle n'a pas lieu, malheureusement. Ou alors, elle a lieu, comme le disait Eric tout à l'heure, dans les 15 dernières minutes, c'est son surnom, Rico, voilà. Eric le poète, est dans les 15-20 dernières minutes, et en plus, de façon extrêmement expéditive, et je trouve pas très bien foutu. C'est-à-dire que dès que la mise en scène doit être un peu présente dans les scènes d'action, par exemple, moi, je la trouvais quand même relativement défaillante. Et indépendamment de ça, en fait, on reproche beaucoup, par exemple, le cinéma d'horreur et ce genre de choses, en fait, de fonctionner avec des personnages crétins. Et en fait, film d'auteur ou pas, en fait, les personnages sont aussi cons dans ce film que dans un film d'horreur. Dans leur comportement face à la menace, effectivement. Voilà, par exemple, le gamin, en fait, si tu veux, il voit une nuée de sauterelles arriver, il croit encore que sa biquette elle est vivante et il la cherche, si tu veux, donc ce qui est déjà un peu un problème, alors qu'il l'a vu s'envoler, tu vois. Le deuxième truc, c'est que en fait, le mec, le voisin voit les sauterelles, il se met à foutre le feu, tu sais pas pourquoi, alors qu'il y a un cadavre dans le. Tu vois, c'est des trucs comme ça où tu te dis, mais. Et la fin est pas très compréhensible. Voilà, et la fin, elle est étrange aussi, donc on va peut-être pas la spoiler celle-là pour le coup, mais voilà, en fait, t'as tout un tas de trucs comme ça où les personnages fondamentalement ils sont aussi stupides que les vierges dans les Vendredi 13 ou les trucs comme ça, et en fait et je pense par défaut, c'est-à-dire pour le coup, c'est-à-dire que je pense que les scénaristes de Vendredi 13 ou des trucs comme ça, ils se faisaient pas trop chier, tu vois, ils écrivaient un truc et puis en fait ils disaient bon, moi j'ai juste besoin de chair à canon là, tu vois, sauf que en fait ils réfléchissent pas du tout comme ça en fait dans ce truc là, sauf que par défaut on retombe sur les mêmes problématiques et il n'y a pas aussi de règles. C'est-à-dire du fantastique, il n'y a pas de règle en fait de pourquoi les sauterelles sont, voilà, elles fonctionnent comme ça, pourquoi elles bouffent telle personne mais pas telle autre personne, tu vois, enfin il y a tous ces trucs en fait qui sont pas du tout mis en place, donc du coup à la fin cinéma de genre mon cul sur la table. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est important à dire parce que moi je le vois venir. C'est important. Écoutez bien. Je le vois venir gros comme Eric une maison. a dit quelque chose d'important. Vas-y Eric, on t'écoute. Je le vois venir gros comme une maison. Ce n'est pas, et il faut bien le rappeler, une question de budget, ces choses-là. Ah oui. Le budget est à 2,8 millions d'euros. Voilà. Bon, donc on peut dire, c'est pas si mal, ouais. Bon, surtout aujourd'hui, quoi. Parce que en fait le film de monstre, donc là on va parler un peu plus de manière détaillée du cinéma d'exploitation. Le film de monstre, comme le disait Stephen King il y a pas longtemps, Julien, je sais que tu es particulièrement fan du romancier, il disait en fait c'est plus intéressant c'est plus intéressant de montrer la porte derrière laquelle se cache le monstre que le monstre. Et en fait ce travail de suggestion là, Stephen King lui il prône justement l'ouverture de la porte. C'est là où il s'inscrit en faux par rapport à Todorov. Je parle d'Anatomie de l'horreur, il prône l'ouverture de la porte. Il dit, il faut ouvrir la porte. Si tu rates ton coup et que tu vois la fermeture éclair derrière ton costume de monstre, tant pis. Toi, au moins, il faut ouvrir la porte éventuellement. Mais en fait, la suggestion... C'est quand même le mec qui a écrit Shining aussi. Enfin, tu vois, il y a quand même... Il en joue beaucoup mais lui, de ça. il montre justement les monstres à la fin. C'est-à-dire, à la fin de Shining, t'as les monstres en buis qui vont commencer à bouffer tout. Non, tu ne l'auras pas là-dessus. Je ne ferai pas là-dessus parce que je sais pas et tu vas voir qu'on est d'accord. Parce que je vais aller vers quelque chose en disant que ce travail de suggestion-là qu'on attend d'un film petit budget, il n'est pas fait. Il n'est pas fait du tout en fait. Et moi j'attendais les plans macro sur les sauterelles qui arrivent très peu. J'attendais la relation entre la créature et le créateur, ça arrive très très peu. Et en fait tout ça, tout ce que peut-être les scénaristes ont pris pour des clichés du genre, c'est des archétypes. C'est des archétypes. De la même manière que par exemple si on prend dans le comic book Batman que plein de gens ont écrit, ça a enrichi en fait ce personnage-là. Ce personnage-là est devenu shakespearien parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui l'ont enrichi. C'est la même chose avec le film de monstre. Et en fait je pense qu'il y a cette volonté d'être original et de renier en fait tous ces clichés fait qu'en fait ils ne font pas le film qu'ils ont promis de faire. Du coup c'est pour ça que vous dites, et je pense à bon escient, que c'est pas du tout un film de genre et un film de monstre. Mais tu vois, je suis d'accord avec toi. Il ouvre la porte.
Il ouvre la porte, oui, mais je t'ai bien sûr. envoyé l'extrait, Bien sûr. Mais je suspecte que tu as raison parce que c'est vrai que la référence, c'est un truc par contre super important. C'est vrai qu'il y a aussi, je pense, c'est-à-dire qu'on dit souvent le cinéma du genre français, c'est impossible, machin et tout. Mais je pense qu'il y a aussi un a priori en France qui est, et ça je parle en connaissance de cause, qui est que d'un point de vue littéraire sur le rapport au fantastique en France, le maître étalon qui est admis partout, c'est Tzvetan Todorov, qui est le fantastique. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être la question à laquelle tu ne peux pas répondre. Ce qui est pour moi une partie du fantastique, certes, et d'ailleurs une partie du fantastique que j'aime énormément aussi, mais ce n'est pas tout le fantastique. Et surtout, ce n'est pas tout le fantastique cinématographique. Non, ce n'est pas vrai. Le fantastique, parfois, tu peux y répondre. Qu'est-ce que ça veut dire y répondre ? Ça veut dire que tu vois la bestiole, tu vois la créature du lac noir, elle est en face de toi, elle existe, elle est touchante. Tu pleures quand elle meurt parce que c'est dégueulasse. Je tiens à le dire au micro de Capture Mag aujourd'hui. Mais voilà, non mais et là il y a aussi de ça, je trouve un peu dans La Nuée. C'est-à-dire qu'il y a un peu de truc où pour être élégant tout en faisant du fantastique, on va faire du fantastique, mais dans la suggestion. Et moi, ça, c'est un fantastique qui, pour qu'il me touche, doit être très inventif et tout à fait intègre. Et Merci Alain me montre que je parle trop, donc je me tais. Effectivement, on se rapproche de la fin. En tout cas, ça vous a fait réagir. Est-ce que vous conservez les mots que vous m'avez donnés en début d'émission ? CNC, on n'en a pas parlé finalement trop du CNC. En fait, on en a parlé parce qu'il y a une approche, en fait, je pense que, c'est-à-dire, encore une fois, c'est ce que je disais, la logique, en fait, d'essayer de revigorer le cinéma de genre, pour moi, elle est louable, en soi. Mais je pense qu'elle est, comment dire, elle part sur une base en fait qui est hyper brinque-ballante. C'est-à-dire qu'en gros, la terminaison entre ce qu'est vraiment le cinéma de genre, c'est-à-dire tel que éventuellement, et là je vais vraiment citer des trucs, enfin le cahier du cinéma peuvent le voir, alors qu'eux-mêmes n'ont pas défendu un Cronenberg pendant toutes ces années, si tu veux, pour finalement attendre de le défendre quand il arrive à Cannes et ce genre de choses. En fait, quand il est vraiment starifié, là d'un seul coup, le mec c'est un auteur, tu vois. Que bon, enfin, les gens lui-même a conscience du cinéma qu'il est en train de faire et qui se positionne de lui-même. Je te parle des cahiers plus en plus, tu vois, c'est-à-dire que voilà, mais que lui, il se soit fait chier dessus pendant des années et qu'il finalement il arrive à ce truc-là et qu'il l'accepte, bah, très bien pour lui. Si tu veux, ça arrive à plein d'autres auteurs, c'est pas le problème. Le problème, si tu veux, c'est le fonctionnement en fait d'une institution critique, si tu veux, derrière lesquelles le CNC va écouter ce genre de discours, justement. Et en fait, voilà, c'est-à-dire que la problématique du CNC, pour moi, elle part de là. La création du CNC, en fait, de ce label cinéma de genre, qui devrait déjà être donné à la plupart des films qui ont été faits 20, 30 ans, 40 ans avant, si tu veux, ce qu'ils ne faisaient pas, et qui ne feront toujours pas, d'ailleurs, en fait, je pense, si on s'en suit à ce qu'ils donnent, en fait, comme aide sur ce genre de film-là et sur ce genre de projet-là, bah, en gros, ce film-là, ce genre-là, ce cinéma-là, il existait déjà, et en fait, il s'est basé sur le succès critique, surtout critique, mais aussi quand même un peu public, de Grave, qui est sorti il y a 2-3 ans. Et en fait, ce film-là, moi je vais pas faire la critique de ce film-là, mais c'est un film en fait qui déjà était en train de digérer et surdigérer en fait justement le cinéma de Cronenberg et ce genre de choses-là. Et on attend de voir, par exemple, cette réalisatrice, Julien Ducournau, qui est à la tête en fait de ce comité d'aide, de soutien qui est du CNC, tu vois, ce que elle a vraiment en fait dans les tripes en fait pour le film suivant. Si c'est autre chose qu'une ressucée de Cronenberg en fait qu'on a tous digéré depuis maintenant 40 ans, quoi. Enfin 25. Mais le truc, si tu veux, c'est que donc c'est pour ça que en fait, je pense que quand je dis le mot CNC, c'est que enfin à la fin, ce que je vois en fait de ce film-là, c'est que c'est clairement un film. En fait, ça ne m'étonne absolument pas qu'il a été produit par le CNC, enfin financé par le CNC, aidé par le CNC parce qu'il n'a pas été produit par le CNC, et que ça ressemble effectivement à ce que je m'attends d'un film que le CNC pourrait défendre de genre. Merci Stéphane. Tu en penses quoi, toi, Eric ? Chaotique, tu restes là-dessus ? Alors, complètement chaotique, mais en fait, je voulais aussi dire quelque chose que les critiques très positifs, hein, il y a plutôt des bonnes critiques, hein, ce film-là, oublient toujours de dire, et ça me rappelle pourquoi, en fait, à part certains journalistes, j'aime plus les critiques de films, ils oublient de dire que c'est chiant, hein, le film. Le film est très très chiant, et ça me rappelle à chaque fois quand j'allais, moi dans les années 90 et 2000, je croyais en fait à les journalistes du Télérama, le journal du dimanche, etc., pour ne citer que, qui me vendaient des films de 3 heures fascinants, et j'allais le voir, et bon, ils avaient oublié de me dire que c'était chiant. Et en fait, je pense que c'est un peu la fonction aussi d'un critique de dire attention, c'est peut-être pas, voilà, ça va peut-être pas être un film d'horreur, ça va peut-être être un peu chiant, parce que là ils le disent pas, donc quelque part moi j'ai l'impression, cette vieille impression là que c'est toujours les mêmes gens en plus, hein, qui critiquent depuis des années, et ils oublient toujours de dire des choses un peu fondamentales, donc faites gaffe, c'est chiant.
Faites gaffe, c'est chiant. Non, mais moi, si déjà on me l'avait dit un peu, je pense que ça m'aurait mieux permis d'appréhender les défauts du film. On me l'a mis en colère. Est-ce que tu serais allé le voir du coup? Oui, parce que j'aime le cinéma de monstres, j'aime le cinéma d'auteur français, et j'aime le cinéma fantastique français. La dernière fois, il nous a dit qu'il a vu Camille. C'était quoi? Non, Connasse, le cœur des chevaux. Ouais. C'est vrai. Et toi, Julien, élitiste? Bah alors moi, c'est un peu méchant. Je pense que ça les... Enfin, je sais pas si les gens qui ont fait le film écouteront ce podcast, mais j'imagine que pour eux, ça doit être vraiment très désagréable de se dire qu'est-ce que c'est que ce gros con et tout. Alors, je ne suis pas si gros. Ça, c'est la première chose. Mais ensuite, oui, parce que en fait, c'est un peu la même démarche que Eric. J'ai envie de l'appeler Rico à chaque fois, c'est terrible, excuse-moi Eric. Mais c'est un peu la même démarche que Eric, c'est-à-dire que le truc, c'est que moi, quand je vois des trucs comme ça, évidemment, je suis comme tous les critiques et tout, je le vois gracieusement, moi, le film. Je suis invité et tout, quoi. Je peux pas m'empêcher de me foutre quand même... Enfin, c'est pas que je peux pas m'empêcher, c'est que je trouve que c'est aussi mon rôle de me foutre à la place du mec qui va payer minimum 10 € Tellement. Pour aller faire une toile le samedi soir pour s'amuser. Et qui se dit, tiens, j'ai envie de voir un bon truc d'horreur, quoi. Ça n'est pas... pour la personne qui va voir même des films d'horreur que je n'aime pas, comme Conjuring, par exemple. C'est pas pour lui, hein. Il va se planter s'il voit ça, il va être dégoûté en sortant de ça. Je pense que ce film-là est réservé... Il y a un public pour ça, et le succès de Grave l'a prouvé. Et là, pour le coup, je ne parle pas du succès critique. Il y a eu un succès public indéniable. Donc, il y a un public en France. 200 000 entrées, ce qui est pas du tout... mais Grave, c'est moins chiant. Le double, voire le triple, en fait, des entrées du cinéma de genre. Voilà, c'est ça en France. Donc, il y a un public pour ça, indéniablement. Je pense qu'il y a des gens qui apprécient ça et qui ont, d'ailleurs, comme le disait Eric, aussi déjà manifesté leur enthousiasme pour La Nuée. Très bien. Ils se reconnaissent et tout entre eux. Mais moi, j'ai envie de m'adresser aux gens qui veulent voir des trucs avec des monstres qui bouffent des gens et qui se transforment et qui se font tuer à la fin comme la créature du lac Nord. C'est vraiment dégueulasse qu'on lui a fait et tout. Bah non, c'est pas ça. Vous allez pas voir ça. Vous allez voir une espèce de drame paysan. Moi, je trouve quand même vraiment laborieux, pas toujours très bien fichu, avec une toute petite touche, vraiment pas grand-chose de fantastique, encore une touche encore plus légère de films de monstres qui vont pas... vous direz, ben mince, ces 10 € là, j'aurais mieux fait de m'acheter ce Blu-ray de la créature de lac Nord qui était en solde. Par contre, le compositeur du film, moi je trouve qu'il a fait un bon boulot. Il a bien inclus... Il y a beaucoup de morceaux de musique classique dans le film, il l'a bien inclus dans son score. Moi, lui, je le suivrai, vraiment. La c'est gestion un peu évident, du moi, je son trouve, aussi, avec le bruit des sauterelles en permanence de plus en plus oppressant, c'est très bien géré. Moi, ça pour le coup... C'est vrai. Clémence, il y a quand même des choses à sauver. Ce que tu viens de dire. Bon. Et vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous avez détesté ce film? Ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez qu'il incarne effectivement le renouveau du film de genre français? Donnez-vous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger et on le diffusera dans le prochain épisode. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur toutes vos plateformes de streaming, Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. On tient à faire un grand merci aux auditeurs et merci aux tipeurs. Ce projet existe grâce à toutes les personnes qui contribuent sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce. Pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés. On est présent sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Et puis n'hésitez pas à parler de nous à vos amis ou mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. Merci encore à tous les trois d'avoir été là avec moi et de nous avoir partagé votre avis. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau film. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Salut Clémence. Merci Clémence, merci Eric. Merci Julien. Restez pas là,